Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. La célébration de la journée de l'Union africaine, l'occasion pour l'institution de faire un point sur la mise en œuvre de l'agenda 2063, un programme qui vise à accélérer la croissance économique et le développement du continent. Plus d'hommages en faveur de la reine Elisabeth II. La chef du Commonwealth s'est éteinte ce 8 septembre à l'âge de 96 ans. Au Cameroun notamment, le chef d'État Paul Biya a tenu à saluer sa mémoire. Et puis le développement du numérique au Bénin pour renforcer les compétences du pays dans ce domaine. Le ministère de la Digitalisation et l'Alliance Smart Africa ont lancé une académie numérique nationale. Mais tout d'abord, la tension ne redescend pas entre le Mali et la Côte d'Ivoire. L'affaire des soldats ivoiriens détenus à Bamako a fait l'objet de discussions ce 9 septembre entre le président Assimi Goïta et une délégation nigériane. Délégation composée notamment de Geoffroy Onyeama, le ministre des Affaires étrangères, qui est venu négocier pour obtenir la libération des 46 militaires. Des négociations qui pourraient durer un certain temps, car durant cette rencontre, le Mali a en un certain sens exprimé quelques conditions. D'après un communiqué des autorités de transition, je cite, « Abidjan ne doit plus servir d'asile politique pour certaines personnalités maliennes faisant l'objet de mandats d'arrêt internationaux émis par la justice malienne. » D'après la même source, ces personnes ont pour objectif, je cite, de déstabiliser le Mali. Retour à présent sur la journée de l'Union africaine célébrée ce 9 septembre. Pour l'occasion, le président de la commission de l'UA, Moussa Faki Mahamat, a adressé un message aux citoyens du continent et de la diaspora. Un message dans lequel il est revenu sur les avancées qui ont été réalisées. Eugène Chema et Robert Bogui. Créé en 2002 pour prendre la relève de l'Organisation de l'Unité africaine, qui avait conduit la vision de l'Afrique vers son intégration de 1963 à 1999, l'Union africaine a marqué ce 9 septembre 2022 sa 20e année d'existence. Instituée Journée de l'Union africaine, chaque 9 septembre est l'occasion pour la commission de l'Organisation panafricaine de faire le point du chemin parcouru dans la mise en œuvre du plan de développement de l'Afrique qui ambitionne d'avoir un continent intégré, prospère et en paix, un niveau de vie élevé pour tous les Africains d'ici 2063. This vision has made us, as all member states and the citizens of the continent, focus on what is priority for us. Cette vision nous a amenés en tant qu'États membres et citoyens du continent à nous concentrer sur ce qui est prioritaire pour nous en matière d'infrastructures, d'éducation, de santé, de paix et de sécurité, de transformation économique et de nombreux autres secteurs. Nous avons vu des progrès, je peux citer par exemple les réalisations dans les réseaux routiers, l'électrification, l'accès aux technologies de l'information et de la communication, la zone de libre-échange continentale africaine. Nous avons également constaté des efforts considérables pour atteindre l'égalité de sexe et la représentation des femmes dans les différents États membres de l'Union africaine. Je dirais que l'une des plus grandes réalisations qui est intangible est la façon dont l'Afrique est devenue une voix respectée sur la scène internationale. Dans son message ce 9 septembre, le président de la Commission de l'Union africaine s'est spécifiquement félicité des bonnes avancées dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine, la transformation du NEPAD en agence africaine de développement, le fonctionnement effectif de l'université panafricaine et ses institutions. Au chapitre des défis, il reconnaît la faible mobilité de personnes, des biens et services entre les États membres de l'Union, la faible capacité de production agricole, l'insécurité énergétique. À ces défis, il convient également de souligner le défi de parler d'une seule et même voix et la lente intégration de l'Afrique au lieu de plusieurs regroupements régionaux, comme c'est le cas actuellement. I see the 20 years as an important milestone, whereby we have come to realize the effectiveness of this organization. Je considère les 20 ans comme une étape importante que vous ayez pris conscience de l'efficacité de cette organisation. Notre avenir est dans le travail en commun, car pris individuellement, nous sommes un petit marché, nous sommes une petite voix, nous pouvons être secoués, nous pouvons être manipulés. Mais lorsque nous nous unissons, nous sommes forts, nous sommes respectés et nous pouvons exploiter nos opportunités davantage.
Nous sommes intégrés en Afrique, notre marché est en cours d'intégration, nous intégrons nos espèces, le réseau de nos infrastructures, nous cherchons à atteindre la libre circulation des personnes afin que nous puissions saisir les opportunités qui se trouvent dans les différentes parties de ce continent. L'Union africaine célèbre son 20e anniversaire dans un contexte où de nouveaux défis émergent, notamment le développement de foyers de terrorisme. Le continent fait également face à ses vieux démons, les coups d'État, dont au moins 4 ont eu lieu entre 2020 et 2022 en Afrique de l'Ouest. L'Union africaine, qui a développé des institutions dédiées à différents secteurs, a aussi le défi d'harmoniser les politiques prises individuellement par chaque État avec les politiques prises au niveau régional et continental. Elle avait 96 ans. La reine Elisabeth II s'est éteinte ce jeudi 8 septembre dans sa résidence écossaise de Balmoral. Une nouvelle qui a suscité une vive émotion au Royaume-Uni, mais aussi au sein des pays africains membres du Commonwealth. Au Cameroun notamment, le président Paul Biya a tenu à saluer la mémoire, je cite, d'une illustre souveraine au destin exceptionnel. Joël Balou. Il y a 18 ans, celle qui incarnait la monarchie dans toute sa splendeur, la reine d'Angleterre Elisabeth II, recevait le président camerounais Paul Biya au palais royal de Buckingham. Une rencontre qui a solidifié les relations diplomatiques entre le Cameroun et le Royaume-Uni. À l'annonce du décès de la reine Elisabeth II à 96 ans, après 70 ans de règne le 8 septembre 2022, le président Paul Biya, dans un télégramme à l'endroit du roi Charles III, a tenu à faire part de ses condoléances au Royaume-Uni qui perd sa souveraine. J'ai appris avec une profonde tristesse la disparition de Sa Majesté Elisabeth II, reine du Royaume-Uni, de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Je m'incline devant la mémoire de cette illustre souveraine au destin exceptionnel dont le règne a marqué la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle. Les sujets sur la reine Elisabeth II vont bien au-delà du Royaume-Uni. Elle incarnait le visage du Commonwealth depuis 1952, une organisation que le Cameroun a rejoint il y a 27 ans. Le Cameroun salue de nombreuses réalisations du Commonwealth, notamment l'amélioration du système de gouvernance, la création de la Commission nationale anticorruption en 2006, la création de l'organe en charge de l'organisation des élections, Election Cameroun, en 2008. Il y a eu un certain nombre d'œuvres caritatives qui ont été faites au Cameroun par la couronne d'Angleterre et le Royaume-Uni. Il est à noter que grâce au Commonwealth, on a connu un ensemble d'avancées, notamment sur le plan des droits de l'homme et de la démocratie, la modernisation du système électoral, l'amélioration du système de gouvernance du Cameroun. La chancellerie du Royaume-Uni à Yaoundé a souvent été à l'avant-garde des mécanismes de lutte contre la corruption en compagnie ou bien accompagné des autres ambassadeurs tels que les États-Unis, l'Union européenne et j'en passe. La reine d'Angleterre a également eu à recevoir le président Biya et toutes choses qui ont contribué à améliorer ou à faire grandir les relations entre le Cameroun et le Royaume-Uni. La rencontre de 2004 entre le couple présidentiel camerounais Paul et Chantal Biya et la reine d'Angleterre Elisabeth II avait laissé entrevoir une extension des rapports entre le Royaume britannique et le Cameroun. Aujourd'hui, la reine est morte. Vive le roi Charles III, qui devient à 73 ans le nouveau souverain du Royaume-Uni. L'actualité, c'est aussi la reprise des négociations entre les autorités éthiopiennes et les rebelles tigréens, à l'heure où les hostilités ont repris dans la région du Tigré après plusieurs mois de trêve humanitaire. Les deux parties sont réunies à Djibouti depuis ce 8 septembre. Des pourparlers orchestrés par Mike Hammer, l'émissaire américain pour la Corne de l'Afrique. D'après une source proche du dossier, ces discussions devraient s'étendre sur plusieurs jours. Plusieurs points seront abordés, parmi eux la signature d'un cessez-le-feu ou encore la fin du blocus dans cette région située au nord de l'Éthiopie. Miser sur le numérique pour favoriser le développement socio-économique du pays, c'est la stratégie adoptée par les autorités béninoises qui ont lancé en ce sens une académie numérique nationale, fruit d'un partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'alliance Smart Africa. La structure vise à renforcer les capacités du pays dans ce domaine. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Le Bénin se dote de la plateforme Smart Africa Digital Academy SADA pour le développement des compétences numériques. Fruit du partenariat entre le ministère du numérique et de la digitalisation et l'alliance Smart Africa, l'implémentation de Smart Africa Digital Academy SADA au Bénin vise la mise à l'échelle du renforcement des capacités des acteurs de l'écosystème du numérique.
C'est un instrument qui va nous permettre de prendre de nouvelles initiatives, de renforcer les initiatives qui ont été déjà prises par la République du Bénin dans le cadre de son programme d'action du gouvernement, et bien sûr d'ouvrir les perspectives sur d'autres domaines de coopération et de renforcement. Le Bénin prend aujourd'hui les devants à travers la mise en œuvre de l'Académie numérique nationale Smart Africa pour développer les compétences numériques plus que jamais nécessaires. SADA Bénin est là pour soutenir l'agenda visant à placer les compétences numériques au cœur du développement socio-économique actuel et futur de l'Afrique. Après la mise en œuvre du plan de digitalisation de l'administration publique, le gouvernement béninois s'investit dans l'exécution des programmes du développement des compétences numériques visant à former des acteurs de l'écosystème pour l'emploi. L'Académie numérique nationale Smart Africa va appuyer les initiatives déjà réalisées. Le MN étant un hub dans ce projet, va mettre en place un système qui permettra de former d'autres formateurs et ce qui permettra au gouvernement béninois de pouvoir atteindre son objectif, à savoir celui de former le plus grand nombre de personnes dans le domaine du numérique dans notre pays. A noter que la plateforme Smart Africa Digital Academy SADA Bénin est composée d'une série d'activités et d'initiatives axées sur les technologies émergentes. SADA concerne 5 domaines stratégiques d'intervention, notamment l'initiation aux technologies de l'information et de la communication pour tous, la spécialisation informatique et la formation avancée en informatique. L'actualité culturelle à présent avec la Mostra de Venise, la 79e édition de ce festival qui a démarré le 31 août dernier, doit livrer son palmarès ce samedi. Un événement auquel a pris part Ramatou Keïta, la réalisatrice franco-nigérienne, y était pour animer un salon de cinéma et elle est avec nous pour en parler. Bonsoir Ramatou Keïta. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Women in Film, les femmes dans le cinéma, c'est le titre du salon de cinéma que vous avez animé à la Mostra de Venise. La thématique est très vaste. Quel a été l'enjeu de ce salon de cinéma notamment? Alors, très vaste, pas vraiment, parce qu'il y a tout un problème autour de l'émergence des femmes dans l'industrie du cinéma. Et on a assisté en 2018 à la montée des marches à Cannes avec le collectif 50-50 auquel j'ai pris part pour exiger l'augmentation du la salaire, parité, l'égalité dans l'industrie du cinéma. Et donc une charte a été signée à Cannes, aussi à la Mostra, aussi au Festival international des films de Fribourg et d'autres festivals qui ont signé cette charte pour s'engager pour plus d'égalité et de parité. Donc c'était intéressant de faire le point sur cette question-là, sur l'émergence, pour voir si les choses ont vraiment bougé. Parce que ce que je dis, c'est que l'exclusion des femmes, la misogynie, c'est comme le racisme. C'est-à-dire, quand il y a des contestations et que celui qui a le pouvoir et qui instaure cette disqualification, quand il va être submergé, qu'il a peur, eh bien, il va lâcher quelques cacahuètes et puis celui qui se révolte va se calmer en pensant qu'il a quelque chose et puis quelque temps après se rend compte que rien n'a bougé. Donc c'était intéressant de voir si quelque chose avait bougé dans ce sens-là, d'autant qu'en 2013 déjà en France, une charte la même avait été signée par le ministère de la Culture et le ministère de la Communication. Et puis en 2018, on a re-signé une autre comme si rien n'avait existé auparavant. Donc il faut être vigilante. Et depuis la signature de cette charte en 2018, est-ce qu'il y a une évolution? Alors il y a eu des avancées. Il y a eu des avancées, mais quand même assez timides. Mais bon, on ne peut pas nier que par exemple au festival à la Mostra, il y a beaucoup plus de femmes qui sont en compétition que l'année dernière, et encore plus qu'il y a 2 ans. Mais il faut dire que c'est aussi à la source, c'est-à-dire on découvre là en Europe, par exemple, que les centres de cinéma donnent moins d'argent aux films produits par des femmes que les films produits par des hommes, que les producteurs ont tendance, c'est les hommes, ont tendance à produire plus de films
de femmes, plus de films d'hommes que de films de femmes. Enfin, c'est des hommes en général. Enfin, bon, c'est une société d'hommes, c'est un patriarcat. Et voilà, et donc, bien sûr, il y a des avancées, pardon, mais il faut être vigilante, et c'est en ça qu'il était intéressant d'animer ce salon de cinéma avec des cinéastes, des réalisatrices dont les films étaient en sélection officielle à la Mostra, pour comprendre aussi comment ça se fait qu'elles sont là, qu'est-ce qui a changé dans leur pays, et puis quelle stratégie dans les pays. Par exemple, on a appris des choses par pays. Par exemple, au Canada, Salomé Villeneuve, qui est une réalisatrice dont le film était en sélection officielle, nous a appris que ce que le Canada a trouvé pour éviter ces écueils-là, c'est chaque producteur a le droit de demander des financements à l'État, un film par an. Mais si il peut, un deuxième film si c'est un film de femme. Voilà. Donc ça fait que avance timidement. On peut s'enrichir aussi des stratégies de certains pays, des uns des autres. Et en France aussi, il y a toutes des stratégies qui sont mises en place pour favoriser quand un producteur va produire un film de femme. Parce qu'en France, vous savez, le truc, c'est encore une fois, c'est les statistiques. Encore une fois, c'est comme pour le racisme. C'est-à-dire, quand vous commencez à dire dans tel métier on exclut, dans le tel on exclut, et que celui qui a le pouvoir va dire mais vous êtes parano, mais on est tous égaux, on est en République, et bien quand vous montrez les chiffres, tout d'un coup, ça saute aux yeux. On a découvert qu'en France, il y a autant de femmes que d'hommes qui vont dans les écoles de cinéma et qui pour faire réalisatrice. Et à l'arrivée, quand ils ont leur diplôme, il y a plus d'hommes qui deviennent réalisateurs de films que de femmes parce qu'elles ne trouvent pas les moyens. Les inégalités sont voilà. Après Venise, vous allez ensuite mettre le cap sur Yaoundé pour participer à la 12e session du Ciné-Club Nika, un rendez-vous où votre film Alici sera projeté. Vous y donnerez également une masterclass sur le thème du respect et l'estime de soi dans les narrations. Pourquoi avoir choisi ce thème ? Alors, d'abord, je pense qu'il est important qu'on ait du respect pour soi-même, de l'estime de soi, parce que je pense que tout ce qu'a traversé l'Afrique depuis des siècles et des siècles tendait à déprécier tout ce qui est africain ou à refuser de reconnaître voilà, ce que l'Afrique, un grand continent, avec des peuples comme partout, qu'on vit comme tout le monde, et que les clichés dans lesquels on est enfermé, réducteurs, fait beaucoup de tort, de toute façon, aux gens, même psychologiquement. Donc, c'est une association qui a été créée par une réalisatrice camerounaise qui s'appelle Marie-Noël Niba, et donc qui a créé un ciné-club, un cas, et dans ce ciné-club-là, elle a des rencontres avec des enfants, des écoliers, et à qui elle ou les gens qui viennent animer vont apprendre aux enfants à décrypter tout ce qui est négatif sur eux-mêmes, à chercher ce qui est positif dans ce qu'ils font, par exemple, dans une journée. Parce qu'il faut voir aussi toutes les images qui nous viennent, qui sont des images qui viennent d'ailleurs, qui ne sont pas notre quotidien, etc. etc. Donc, et moi, dans mon cinéma, j'ai toujours voulu, c'est mon univers de toute façon, j'ai toujours voulu montrer ce que moi j'ai vécu de très beau et de positif, qui fait que j'ai surmonté aussi beaucoup d'écueils et beaucoup d'animosité, de rejet, de racisme, pour pouvoir faire ce que j'ai vraiment envie de faire, malgré tout, parce que ce n'est pas facile. Et c'est pour ça qu'il est très important, parce qu'avec la Fédération panafricaine des cinéastes, la FEPACI, nous sommes en train de travailler pour qu'on ait un fonds de financement de l'Union africaine
pour le cinéma africain, parce que bien sûr que quand on aura un fonds de financement pour nous-mêmes, je pense que on sera un peu plus indépendant, un peu plus autonome dans les sujets qu'on voudrait traiter et des sujets qui nous concernent. Parce que, comme on dit, c'est celui qui commande, qui paye la note et qui commande le menu. Donc, bien sûr qu'il y a des endroits où des guichets où certainement des choses qu'on a envie de raconter n'auront pas de fond parce que ça n'intéresse pas ce guichet-là. Mais donc, nous, il faut qu'on ait nos propres guichets pour raconter ce qu'on a à raconter. Et c'est très important d'avoir cette estime de soi, le respect pour soi-même. Parce que si vous ne vous aimez pas et si vous ne vous respectez pas, eh bien, la vie est très dure pour vous. Donc l'idée, c'est de vraiment véhiculer une image positive. Oui, une image positive, mais qui est réelle, parce que ce n'est pas une invention. Je veux dire, on fait des choses très positives. Enfin, il y a des guerres partout dans le monde, il n'y a pas que chez nous. Il y a de la misère partout dans le monde, il n'y a pas que chez nous. Bien sûr, chez nous, il y a tous les problèmes dont on parle, et d'ailleurs qui ne sont pas à notre responsabilité 9 fois sur 10. Hein. Je veux citer personne, mais bon. Et donc, voilà, et de ces peuples qui sont dispersés sur la terre entière et qui viennent d'Afrique quand même et qui triomphent, qui ont vécu l'innommable, hein, des crimes contre l'humanité et qui triomphent jusqu'à être même président des États-Unis. Merci Ramatu Keïta d'avoir accepté notre invitation. Je vous rappelle que vous êtes réalisatrice et scénariste franco-nigérienne. Merci. Merci, au revoir. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. L'actualité continue sur Africa 24.